Merci de m'avoir invité, c'est cool. C'est la première fois que je vais parler du projet Lussac en public. Donc voilà, je suis hyper content de pouvoir vous en faire profiter. C'est un projet que j'ai fait en fin 2014 et début 2015, qui m'a pris plus de 6 mois à faire. Et effectivement, ça porte sur des tablettes gravées préhistoriques qui ont été découvertes à Lussac-les-Châteaux, dans la Vienne, à 30-35 km au sud de Poitiers, pour vous situer à peu près. Et donc en fait, c'est à la fin des années 80, au début des années 90, quand j'ai commencé à lire les anciens livres de Robert Charroux, etc., que j'ai déblayé un peu en fait le terrain, les sujets, et il y en a deux effectivement qui m'ont laissé interrogatif. C'était les parties sur les Vimanas, donc j'en ai fait un livre et une étude au bout d'une vingtaine d'années. Et c'est vrai que les tablettes du Lussac, elles m'ont vraiment interrogé, parce qu'on n'était pas sur une affaire un peu polémique comme à Glosel, mais les représentations qui étaient faites sur ces tablettes-là donnaient vraiment à réfléchir sur nos ancêtres et comment ils vivaient il y a 14 000 ans. Donc voilà, donc c'est parti là-dessus. Je l'expliquerai dans un livre, parce que ce sera le seul livre que je vais faire sur le remote viewing. J'ai fait beaucoup de projets, je connais ce protocole, je connais cette méthode. Je l'ai apprise, donc voilà, j'ai appris l'initiation pour pouvoir partir en intuition, pour pouvoir décrire des objets en aveugle, c'est-à-dire sans avoir connaissance des cibles. Et en fait, l'idée du projet Lussac, c'est tout simplement, elle est venue en 2014, quand j'ai visité pour la deuxième fois le site. Donc j'ai eu la chance de pouvoir visiter le musée et la grotte, ou la grotte de la Marche, où c'est plutôt un abri sous roche en fait. C'est pas une grotte, même si c'est connu sous ce nom-là. Et en fait, quand j'ai visité la grotte, j'ai eu comme un flash. Alors je suis pas un grand intuitif, hein, mais bon, en attendant, voilà, j'ai eu une voix qui m'a dit parle de nous. Et donc je suis assez terre à terre, donc j'ai un peu laissé ça de côté quelques jours, mais ça m'a quand même travaillé. Et finalement, je me suis dit, pour parler d'eux, en fait, il y a des publications scientifiques, etc. Donc on a déjà tout ce qu'il faut. Et quand j'ai discuté avec la médiatrice du musée, en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait énormément d'interrogations, même de leur part, encore, même s'il y a eu beaucoup d'études, effectivement, sur les gravures qui sont représentées, en fait. Voilà. Et tout naturellement, 2 ou 3 jours après, je me suis dit, je m'intéresse quand même à l'intuition, au remote viewing depuis 2005. Et je me suis dit, si j'arrive à trouver beaucoup d'intuitifs, donc les viewers aussi, on appelle ça, ceux qui maîtrisent le protocole du remote viewing, je me suis dit, pourquoi pas en faire une plus large étude avec des informations intuitives uniquement, bien sûr, pour après pouvoir les recouper avec les informations tout à fait officielles et publiées, en fait, voilà. Juste pour avoir un petit aperçu, qui c'est qui connaît le remote viewing un petit peu? Beaucoup de monde. Bon, c'est bien. Donc, oui, j'en viens. Donc, en fait, le projet Lussac, en fait, le titre du livre, je l'ai intitulé Projet Lussac, l'intuition au service de l'archéologie. Bon, ça résume déjà un peu ce que je veux faire. J'ai connu en fait une personne au début des années 2000, ça c'était avant que je m'intéresse au remote viewing, qui avait des visions. Donc elle m'en a parlé, etc. Et on était assez complémentaires du coup, parce que moi j'étais assez terre à terre et je la laissais parler, mais en attendant j'essayais de faire des recherches à côté pour voir ce qui était intéressant ou pas de développer dans ce qu'elle avait vu. Et en fait, quand j'ai travaillé sur le projet, j'en ai fait part à quelques personnes de mes connaissances. Et l'un d'entre eux m'a dit, c'était en 2005,
Il me dit ah bien écoute, c'est vrai que c'est très intéressant ce que cette personne a dit, mais du coup t'as pas vraiment de base solide pour vérifier si ce qu'elle dit est vrai ou pas, en dehors de toutes les recherches que tu mènes autour pour ça. Et il me sort, est-ce que tu connais le remote viewing? Je commence à m'y intéresser, j'ai contacté des viewers, donc ceux qui pratiquent le remote viewing aux États-Unis. Ça a l'air très très intéressant car grâce à le remote viewing, c'est un protocole, une méthode en fait d'apprentissage pour pouvoir faire venir l'intuition à soi. Donc en fait, il me dit ce protocole-là, il est vraiment vraiment intéressant parce il est carré, il est rigoureux, et je sais que t'es vraiment pas du tout dans ce qui est un peu perché, etc. Donc je lui dis oui, effectivement, ben écoute, raconte-moi ce que c'est, et je vais voir si ça peut être vraiment intéressant. Et du coup, en fait, j'ai appris que ce protocole-là, enfin, le remote viewing, donc c'est surtout donc une méthodologie pour pouvoir accéder à des informations intuitives sans avoir connaissance de la cible à décrire. Voilà, ça c'est un peu le postulat de base. Donc en fait, c'est-à-dire que dans les faits, tout simplement, c'est qu'on demande à une personne de nous donner des renseignements sur une cible, qui peut être donc un objet, un lieu ou une personne, bien qu'une personne ça soit plus difficile. Et cette personne-là doit nous donner des informations en aveugle, c'est-à-dire sans avoir de photos, d'indications, etc. sur la cible à décrire. Et ce qui est très intéressant dans ce protocole-là, c'est qu'en fait, quand on a déterminé la cible, la session se passe. Une session, c'est à peu près 1 heure. Après, il y en a des très bons qui durent 1 heure, 1 heure et demie, etc. L'avantage de cette méthode-là, c'est que à la fin, on lui fait voir donc la cible qu'il devait décrire, soit sous la forme d'une photo, soit sous la forme de renseignement, et on peut faire un feedback immédiat, c'est-à-dire en fait voir ce qui a matché ou pas. Et là, on a vraiment une précision chirurgicale, on dira, entre les informations que la personne a délivrées et la réalité des faits. Voilà. Et en fait, cette méthode, elle m'a vraiment, vraiment plu, parce qu'en fait, on peut la vérifier immédiatement, on peut vérifier les informations intuitives, et on sait que ça match ou ça match pas. Et donc, j'ai eu la chance, en fait, dans les années suivantes, de connaître des intuitifs qui se sont formés à l'école de l'intuition chez Iris. Donc, c'est une société qui est basée à Paris. Vous connaissez ou non? Donc, je vous invite à aller voir leur site internet. Et en fait, c'est là-bas que j'ai connu beaucoup d'intuitifs, parce que j'ai fait la formation initiale pour devenir l'un d'entre eux. Et en fait, la méthode, on n'a pas besoin d'avoir de dons particuliers. On n'a pas forcément besoin d'être un médium, un voyant, etc. N'importe qui, là, vous dans la salle, en apprenant cette méthodologie, vous êtes capable, alors au bout d'un certain temps, les plus doués y arrivent dès la première fois, mais enfin bon, après il faut quand même faire des sessions, mais vous êtes tous capables, en fait, grâce à cette méthode, de pouvoir décrire une cible que vous ne connaissez pas, avec des détails qui peuvent aller très très loin, quelle que soit son époque, quel que soit l'objet lui-même ou le lieu à décrire. Voilà. Je bois un coup. Donc en fait, le remote viewing, c'est surtout, c'est né. Le protocole du remote viewing est né aux États-Unis à la fin des années 70. Et en fait, dès le début des années 70, en 72, en 73, par là, il y a eu 2 physiciens que vous connaissez peut-être, qui sont Al Puthoff et Russell Targ, qui ont souhaité
développer tout ce qui était un peu parapsychologie à l'époque, hein, parce que le remote viewing n'était pas encore développé. Et ils ont eu la chance d'avoir un étudiant qui était formidable et qui s'appelait Ingo Swann. Et grâce à lui, ils ont essayé en fait les méthodologies classiques de la parapsychologie, c'est-à-dire lui faire découvrir des cartes aléatoires avec des cercles, des ronds, etc. Tout le principe classique là des tests parapsychologiques. Et en fait, tous les trois, ils se sont rendus compte qu'ils s'ennuyaient à faire ce genre de tests. Et Ingo leur a proposé en première expérience de leur mettre une photo dans une enveloppe fermée. Et le but, c'était que Ingo leur décrive la cible. Voilà. C'est à partir de là vraiment que le protocole a été mis en place, parce qu'en fait, il y a eu beaucoup de déchets au départ. Donc il y avait, malgré que ça soit Ingo Swann, c'était le début de la technique. Donc en fait, ils se sont rendus compte que les résultats n'étaient pas au rendez-vous à 100%. Et voilà, dans la méthodologie scientifique, on aime bien essayer, même si on parle d'intuition, on aime bien essayer d'approcher les 100%, c'est-à-dire que ça soit une expérience reconductible et enfin, validée le plus possible. Voilà. Et donc en fait, au fur et à mesure des années, ils se sont entraînés et ils ont réfléchi à l'élaboration de ce protocole. Et donc il a été il a vraiment été finalisé ou validé dans les années, tout début des années 80 en fait. Et à partir de là, ils se sont rendus compte eux-mêmes qu'ils pouvaient prendre n'importe quel étudiant, parce qu'au début c'était vraiment fait avec des personnes qui avaient déjà des dons, quelque part, des dons de voyance, etc. Et ils se sont vite rendus compte qu'en prenant monsieur tout le monde, en fait, les gens qu'ils avaient autour d'eux, des connaissances, etc., ils voyaient que ça fonctionnait sur n'importe qui, en fait. N'importe qui, avec plus ou moins, on est bien d'accord, avec plus ou moins d'exercices. Parfois, il faut des semaines et des mois de sessions, comme on dit, pour arriver à des résultats vraiment concrets. Mais ils se sont rendus compte que leur protocole, il permettait quand même, voilà, à tout le monde d'accéder à cette puissance-là, on dira, c'est-à-dire écouter son intuition et savoir surtout faire le ménage entre intuition et mental. Parce que le bruit mental est la pire des choses en intuition. Les voyants d'ailleurs sont au courant de ça. Et j'en connais certains qui ont appris cette technique-là du remote viewing pour asseoir en fait leur travail de voyance. Donc, en fait, par rapport à la voyance, la principale différence, donc, c'est que avec ce protocole-là, s'il est suivi à la lettre, parce qu'il est intellectuel, mais en même temps, il permet aussi à l'intuition de venir. Donc, par rapport à la voyance, tout le monde peut arriver à faire des sessions. Ça, c'est vraiment très important, il faut le dire, hein, avec plus ou moins de succès, et après plus ou moins il faut avoir un mode opératoire quand même, il faut être très curieux, il faut savoir analyser la cible au maximum. Et en fait, voilà, par rapport à la voyance, donc c'est cette partie-là, accessible à tous, et surtout, on est en aveugle. Ça, c'est quand même carrément important. C'est-à-dire que, vu qu'il n'y a pas de support à la base, on ne peut pas dire que le mental joue un jeu fondamental, parce que c'est vrai qu'en regardant le visage d'une personne ou un objet ou un lieu, effectivement, on peut être... le mental peut déjà essayer de chercher et donner des informations qui ne sont pas du tout intuitives. Donc, effectivement, le problème, c'est que il faut être très, très rigoureux, puisque dans cette technique-là, quand on commence à voir les premières informations, alors... je ne sais pas si par exemple, je voudrais qu'ils me décrivent ça ou qu'ils me décrivent, je ne sais pas moi, une roue de voiture par exemple, je dis n'importe quoi. Mais il y a des premiers mots qui arrivent, intuitifs, qui seraient par exemple un rond, parce qu'un cercle, et une couleur en fait. Et au bout de 2, 3, 4 informations véritablement intuitives, le cerveau, le mental, lui, il analyse en une fraction de seconde, hein, mais il vous diffuse directement une image en fait
qui puise dans dans votre cerveau. Et cette image, très souvent, elle est fausse et il ne faut pas s'amuser après à essayer de décrire l'image qu'on voit, puisque dans tous les cas, on est un aveugle et on sait que il faut vraiment faire attention à son bruit mental. Mais ça se travaille au fur et à mesure des sessions. On arrive à discerner facilement ce qui est vraiment de l'information intuitive ou pas. Et dans le cas du projet Lussac, j'ai eu la chance d'avoir 10 intuitifs avec moi, parce que je ne voulais pas travailler juste avec une ou deux personnes, je voulais vraiment recouper les informations et voir ce qui était en commun et les informations fiables et non fiables, parce qu'il ne faut pas se leurrer, il n'y a pas 100% d'informations valides, même si sur ce projet-là, le pourcentage de fausses informations est vraiment très très basse, quoi. Voilà. Et donc, comment dire, ce projet-là sur l'archéologie et sur la préhistoire, c'est le deuxième qui existe au monde. Le premier, c'était Stéphane Chouard qui en avait fait un projet. C'était le projet Alexandrie. Je ne sais pas si vous connaissez. C'était à la fin des années 70. Donc lui, il avait des budgets vraiment conséquents et ils étaient partis même en Égypte, etc., pour retrouver le tombeau d'Alexandre le Grand. Voilà. Donc moi, j'ai pas le budget, j'ai pas le même budget pour faire ça, mais je trouvais que les tablettes de Lussac étaient un très bon exemple pour travailler sur un très gros projet de remote viewing. Donc en fait, je reviens à Lussac-les-Châteaux. Ce qui m'a vraiment intrigué là-bas, c'est qu'en fait, donc des fouilles ont été menées à partir des fouilles vraiment officielles et fondées. Elles ont commencé dans les années 38-39 par là, par un archéologue qui s'appelle Stéphane Wolf. Et donc en fait, très rapidement, il a commencé à découvrir des pierres gravées, en fait, qui étaient retournées sous le sol, donc, et des rocs aussi, des rochers. Donc il y a vraiment de toutes les tailles. Et dessus, il a découvert énormément donc, d'animaux gravés, ce qu'on retrouve beaucoup. Hein. Donc les tablettes, c'est moins 14 000 ans, à peu près, le site. Donc il y a eu énormément d'animaux qui ont été retrouvés, gravés, qu'on connaît, hein, classiques. Mais la grosse différence quand même avec tous les autres sites préhistoriques que nous avons en France et ailleurs dans le monde, c'est qu'on a retrouvé 155 portraits et postures des hommes préhistoriques du clan en question. Donc on voit surtout des visages. On voit les vêtements qu'ils portaient, les bonnets qu'ils avaient sur la tête, les dessins qu'ils avaient sur le visage. Il y a une personne qui a des scarifications. On a des vêtements avec des poches brodées. Donc tout ça, quand même, quand j'en avais entendu parler au début des années 90, c'était déjà assez sidérant de se dire qu'en fait, il y a eu des fouilles officielles qui ont été validées par Henri Breuil. Et en fait, il y a eu des publications au bulletin préhistorique national. On a toutes les informations, on a les relevés, on a toutes les tablettes, bien sûr, qui sont dans les caves des musées, à Paris surtout. Et en fait, malgré tout, on n'a aucune diffusion de ces découvertes-là. Ça, je trouvais ça quand même assez sidérant d'avoir un patrimoine aussi extraordinaire et en fait de se retrouver avec un musée maintenant qui est neuf depuis 2010, mais quand vous arrivez à Lussac-les-Châteaux, même maintenant, il n'y a personne en fait. On se croirait dans un petit village, bon, peut-être pas comme à Blandas, il y a un peu plus de circulation, mais en fait, on a un trésor archéologique et préhistorique phénoménal en France, mais vraiment inédit dans l'art pariétal, hein, et dans l'art préhistorique. Et en fait, on n'en fait rien, quoi. Voilà. Donc, depuis les milieux des années 90 et à partir de 2000, on a quand même quelques paragraphes dans les livres d'histoire et dans les livres de préhistoire qui commencent à en parler, mais ils ne parlent pas du tout des représentations les plus incroyables sur ça.
Donc en fait, ben, je me suis dit, bon ben, c'est quand même pas normal que l'USAC soit à ce point-là peu renommé. Par contre, il y a un site qui est à côté, à 40 km, qui s'appelle le Roc aux Sorciers, à Angles-sur-Anglin. Vous connaissez bon, bref. Et là, c'est un site où il y a de l'art pariétal, mais carrément sur les parois. Et là, ils ont développé davantage ce site-là pour les touristes. Donc là, il y a du monde et tout. Mais à chaque fois que vous allez à Lussac-les-Châteaux, eh bien, malheureusement, ben, vous n'avez pas grand monde qui visite le musée. Alors bon, c'est sûr, vous êtes tranquille, vous pouvez voir toutes les tablettes que vous voulez. Elles ne sont pas toutes exposées, hein, parce que les tablettes, ce sont des milliers de tablettes qui ont été découvertes. Donc, voilà. Et quand j'ai visité en 2014 le musée, donc j'ai regardé tous les visages, etc. Et comme dans l'art préhistorique, en fait, toutes les représentations humaines, les rares qu'on a, sauf ici à Lussac où on en a des centaines, toutes les représentations de ces hommes-là sont toujours vues de profil. Et ils ont découvert une tablette de quelques centimètres carrés, en plus, elle est en taille, elle est comme ça grande et épaisse comme ça, à peu près. Donc ils peuvent représenter autant sur des toutes petites tablettes que sur des rochers avec la même finesse. Ça, c'est quand même assez incroyable, en fait. Et ce visage-là, ben, en fait, moi, il m'a vraiment parlé. Enfin, en tout cas, il m'a étonné. Parce qu'on voit le visage d'un homme barbu, hirsute, donc, et qui nous fixe, en fait. Voilà. Parce que c'est vu de face. Et pour l'instant, du moins dans le monde, c'est la seule représentation de ce style-là. D'un homme, d'un clan préhistorique. Et je me suis dit, bon, ben, j'ai pas besoin de chercher plus loin. Hein, la tablette, la cible pour faire du remote viewing, c'est ce personnage-là. Je voyais pas autre chose, en fait. Donc, dès que je suis revenu de ces vacances-là, en 2014, là, en septembre, j'ai décidé, en fait, de faire un projet là-dessus. Le projet, c'était avoir des informations sur l'homme qui était dessiné sur les gravures, en information psychique, on est bien d'accord. Et en bonus, si c'était possible, d'avoir carrément la description du lieu où ça a été découvert. Et ce que je voulais aussi, c'était d'avoir des informations sur l'époque où elle a été gravée. Voilà. Parce qu'en remote viewing, en intuition, on accède en fait à des informations qui ne sont pas localisées dans notre dimension. Forcément, c'est atemporel. Puisqu'ils vont être capables, en fait, de tous, hein, les 10, de replonger à cette époque-là et de me décrire en live quasiment, hein, de me décrire, en fait, le clan, la description du lieu. Donc le lieu, on le connaît actuellement. Donc j'avais déjà forcément un aperçu, hein, de l'abri et de l'environnement immédiat. Et donc, en fait, je me suis rendu compte que ce qu'ils ont commencé à décrire ressemblait très très étrangement à ce site, en fait. Voilà. Et ils ont pu replonger, vraiment, il y a 14 000 ans, dans le clan. Et ce qui a été assez phénoménal, en fait, dans cette expérience, c'est que j'étais habitué à travailler... je fais une mini-pause. En fait, jusqu'ici, j'étais habitué à travailler avec un ou deux intuitifs sur une cible. Ça veut dire que je décidais d'une cible dans ma tête, hein, uniquement, et je disais, bon, ben voilà, je veux qu'ils explorent tel site archéologique ou telle autre chose, en fait. Et je leur disais, ben voilà, je te laisse une session ou plus, tu me donnes des informations sur un lieu, par exemple, parce que je ne devais pas donner d'autres informations. Et en fait, ben voilà, on va comparer après, à la fin, ce que tu as vu avec la réalité de ce qu'on connaît de la cible. Et donc, en fait, quand on travaille avec une ou deux personnes, on se rend compte que on a des informations complètes, en fait, sur ce qu'on recherche.
Alors que sur le projet Lussac, je me suis rendu compte que chaque intuitif me donnait des bouts de l'histoire en fait. Ça a été carrément incroyable. Et c'est une fois que j'ai reconstitué en fait et que j'ai analysé toutes les données intuitives qui m'ont fourni chacun de leur côté, que j'ai reconstitué le puzzle en fait que je raconterai dans le livre, où on a une véritable histoire en fait, l'histoire sur quelques années de ce clan-là à l'époque où il vivait en fait, tout simplement. Et il y a énormément d'infos qui se recoupent. C'était très important pour moi de voir si déjà ils étaient capables de recouper l'information. Et, euh, et ça m'a permis quand même de me rendre compte, je reste toujours un peu sidéré quand même, de voir que pour cet objet-là, alors le visage de l'homme, si vous le voyez, parce que j'ai pas de diffusion, c'est lui. Voilà. Et en fait, ouais, mais je le mettrai ouais, sur. Et, euh, et en fait, on s'est retrouvé plongé, vraiment, vraiment, hein, au cœur de ce clan-là. Après, évidemment, y en a que un qui m'a déterminé le lieu avec exactitude. Les autres m'ont décrit sur toutes les scènes, en fait. Mais par rapport à toutes les descriptions qu'ils m'ont données sur le lieu, sur la grotte, enfin l'abri, etc., en fait, ça match, quoi. Ça match vraiment. Et on a carrément même des informations vraiment sur comment était réalisée la gravure, comment ils pensaient, comment ils vivaient. On a vraiment des informations que l'archéologie ne pourra jamais nous apporter. Alors bien sûr, tout ça, c'est à prendre avec des pincettes. Avec des pincettes, on est bien d'accord. Mais moi, ça m'a permis en fait de comprendre que cette méthode-là, appliquée à d'autres choses. Hein. Après, le remote viewing s'est utilisé aussi aux États-Unis, par exemple, pour découvrir des nouveaux puits de pétrole pour des grandes sociétés, etc. Mais on se rend compte aussi que pour l'archéologie, ça peut être une source complémentaire d'informations pour eux, pour étayer d'autres théories ou pour essayer de comprendre en fait comment vivaient nos ancêtres, hormis bien sûr l'étude des artefacts qu'on retrouve. Ça c'est clair et net. Voilà. Et sur ce projet-là, j'ai récupéré 2700 informations. Donc l'analyse a été très très longue et je regardais surtout bien sûr évidemment ce qui matchait avec ce que moi je connaissais et qui me paraissait de l'information moins officielle. Et j'en ai fait ce rapport, voilà, il y a 300 pages, et où en fait j'analyse chaque intuitif un par un, j'en fais des résumés, et après je fais une collecte de toutes les données sur les 10 pour voir ce qu'ils ont apporté comme information. Et en fait, j'ai eu la chance en 2015, voilà, une fois que le rapport était fini, j'ai eu la chance de rencontrer la directrice du musée de Lussac-les-Châteaux. Donc je lui avais écrit un courrier pour lui expliquer ce que j'avais fait et pour lui dire quand même que voilà, malgré tout, j'étais quelqu'un qui était carré et qui avait fait un travail à partir d'une méthode qui était quand même rigoureuse, pas juste en fait de l'information intuitive sans démontrer que ça pouvait être juste. Et après, elle a été tellement intéressée qu'elle m'a demandé des fichiers PDF de chaque intuitif pour pouvoir, elle, avoir une analyse un peu plus poussée. Et du coup, ils ont tellement été contents aussi que j'ai eu la chance de pouvoir filmer tranquillement dans le musée tout ce que je voulais, toutes les tablettes et tout ça, dans le but un jour peut-être d'en faire un documentaire vidéo, parce que ça mérite approfondissement. Alors, je suis désolé parce que je voulais vous faire voir des extraits de sessions, parce qu'elles ont été filmées, enregistrées, etc. Donc il y avait les sessions des intuitifs, je ne peux pas les diffuser, je suis désolé. Après, j'avais beaucoup de choses à vous montrer, mais bon, voilà, je ne peux pas. Mais par contre, je peux prendre vos questions parce que je pense que j'ai été très réducteur. Donc si vous voulez que je développe un point plus qu'un autre, n'hésitez pas. Voilà.
Alors la question c'est est-ce que vous avez voilà, alors, alors déjà, il n'y a pas d'écrit. Oui, c'est des glyphes, enfin, c'est des carrés, des rectangles. Mais par contre, c'est vrai que on a eu, surtout, en fait, c'était une aventure humaine. C'est-à-dire qu'on était vraiment avec eux et on a suivi vraiment leur quotidien dans les moindres détails. Après, évidemment, on ne peut pas dire est-ce que les informations sont fiables ou pas. Moi, je connais mes intuitifs, je travaille déjà depuis longtemps avec eux. Je sais que j'ai fait 80 sessions, donc 80 cibles, pas 80 cibles, pardon. J'ai fait des dizaines de cibles différentes, mais je sais à chaque fois que pour ceux qui ont participé à ce projet-là, les informations qu'ils me donnent par rapport aux cibles qu'ils doivent décrire, à chaque fois ça match. Donc là, je sais que tout est cohérent avec ce que nous connaissons de la tablette, parce que cette tablette-là a été analysée de fond en comble par le Musée de l'Homme. Donc du coup, c'est quand même, on a énormément d'informations sur la tablette. On pense savoir comment ça a été fait, etc. Et tout ça, on l'a retrouvé dans les sessions de Remote Viewing. Donc, en information un peu croustillante, on a vu, enfin, certains intuitifs ont vu. Alors, pareil, il y a beaucoup de recoupements entre les uns et les autres, mais il y a aussi des informations complémentaires ou personnelles, en fait, qui ont été puisées. C'est pas, toutes les informations ne sont pas exactement les mêmes d'un intuitif à l'autre. Il y a cette variation-là qui permet quand même d'avoir une richesse d'informations importante. Donc, entre autres, on a une séance avec un prêtre chaman, enfin une femme chamane, entre guillemets. On a une étrange, une étrange histoire avec des êtres qui vivaient pas loin, en fait, et qui semblent pas être Homo sapiens. Donc ça, j'en ai parlé avec la directrice du musée, qui me disait, mais oui, mais c'est embêtant parce que Néandertal a disparu bien avant, enfin, en tout cas par rapport aux données que nous avons, et cette personne-là, elle m'a dit, oui, mais ça me dérange, etc. Ils sont vraiment différents et un peu moins évolués que le clan en question, quoi. Et quand elle m'a dit cela, je lui ai fait voir deux représentations, deux tablettes qui avaient été retrouvées et dessinées par Stefan Wolf, donc l'archéologue, parce qu'on n'a pas ces tablettes, on ne les a pas dans la main, ils sont au musée, mais on a les représentations qui en a été faites à l'époque, dans les années 40. Et il y a quand même deux visages qui ne sont clairement pas sapiens, qui sont alors entre le Néandertal et le sapiens, ou peut-être une autre branche qui a été éteinte. Mais la description est vraiment ultra détaillée pour qu'on se dise que bon, l'information peut être erronée. Donc ça va vachement loin dans l'histoire du petit être, là, pour raconter un peu l'histoire, c'est qu'il y avait quand même pas mal de guerres entre les clans qui étaient autour, d'après ce qu'ils disent. Et cette petite, il y avait un petit clan avec des êtres un peu inférieurs, et ils les ont tous massacrés une nuit, et ils avaient récupéré ce petit être-là en tant qu'esclave. Et d'ailleurs, on apprend au fur et à mesure, ils vont essayer de l'éduquer et de lui apprendre à être un peu comme eux, en fait. Ça, c'était vraiment étrange. Et voilà, ça fait partie des informations intéressantes. Ou il y a une autre information aussi qui est très très bizarre, c'est qui est recoupée entre plusieurs intuitifs, c'est qu'en fait, ces gens-là, enfin du moins une partie, ou cet homme-là, on ne sait pas, là il faut aussi dire qu'on sait ou qu'on ne sait pas, qui viendrait de très très loin et qui ne viennent pas de France, qui viendraient de l'Europe de l'Est, genre Turquie, etc. Donc là aussi, il y aurait des recherches à mener là-dessus pour voir si effectivement il y a eu un flux migratoire de la Turquie à la France il y a 14 000 ans, et pourquoi, etc. Donc tout ça, ça fait partie des données qu'on ne maîtrise pas. Mais on les a, ils sont là, ils sont consultables, et au fur et à mesure des découvertes, on verra pour certaines informations si elles rejoignent la réalité ou pas. Mais la plupart des infos, en tout cas sur le lieu, sur l'époque, parce qu'il faut, pour ce projet-là, ils ont eu
uniquement une coordonnée, c'est-à-dire une série de chiffres. Je ne leur ai pas dit, même pas dit, de décrivez-moi un lieu, un objet ou une personne. En fait, je leur ai simplement dit, mes chers amis, aujourd'hui, je vais vous donner cette coordonnée-là, mais je dois l'avoir de tête, mais je préfère voir. Je vais vous donner cette coordonnée-là, c'était 2014 09 03 25 45. Donc en fait, cette coordonnée-là, le début c'est très simple, hein, c'est la date à laquelle j'ai intentionné, j'ai intentionné l'idée d'avoir des informations sur cette tablette dans mon esprit. Hein. Donc 2014 09 03, ça veut dire que le 3 septembre 2014, j'ai décidé de faire ce projet. Voilà. Et 25-45, en fait, ça m'est venu intuitivement, on pourrait dire, en fait, au moment où je me suis dit, je veux qu'ils me décrivent cette tablette-là. La tablette et la personne qui est dessus. Mais ça, ils ne le savaient pas. Eux, ils ont eu juste cette série de chiffres. Et ils ont dû travailler, alors soit j'étais avec eux, mais vu qu'ils étaient 10, j'ai un travail à côté. Donc soit ils ont travaillé en solo, on dit, c'est-à-dire que ils ont une feuille de papier, enfin plusieurs, et ils ont la coordonnée, ils suivent le protocole tel qu'il est fait en remote viewing. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'au final, ils m'envoient leur rapport, ils m'envoient leur information, et c'est ça que je vais analyser, c'est ça que je vais recouper. Ça, c'est très important de le savoir. Ils sont véritablement en aveugle. Ils n'ont aucune information sur ce qu'ils devaient me décrire. Donc, sur ceux qui devaient me décrire, mais sur l'époque aussi. Surtout, ça pouvait être des... Enfin, je pouvais leur faire décrire... je sais pas, moi, je pourrais leur faire décrire Blindas, je dis n'importe quoi, ou le cirque de Navacelle. Tout comme j'aurais pu leur faire décrire... en fait, ça pouvait être des milliards de choses différentes. Et les 10 m'ont décrit l'époque et la tablette et le clan préhistorique, etc. Ça, c'est assez phénoménal. Alors oui, moi, ce qui m'intéressait à la base, c'était déjà de vérifier si ce qu'ils me disaient dans l'ensemble était cohérent avec ce que nous avons en vrai, dans le réel, c'est-à-dire la tablette, elle est exposée au musée de Lussac, le lieu, il existe, enfin, on avait toutes les données possibles et imaginables pour vérifier les informations intuitives qu'ils allaient me donner. S'ils allaient me décrire, je sais pas moi, quelque chose qui ressemblait à la Tour Eiffel, par exemple, clairement, ils étaient hors sujet. Il faut savoir que grâce à ce protocole-là, le risque d'erreur est, quand on le maîtrise, évidemment, le risque d'erreur est proche du néant. Il tombe à chaque fois sur l'information. Donc ça sera d'ailleurs ma prochaine enquête, entre guillemets, c'est de savoir comment ils peuvent piocher des informations alors qu'il y en a des milliards et me la restituer, quoi. C'est ça qui est vraiment intéressant. Voilà. Et en fait, pour la petite histoire, après Lussac, j'ai fait d'autres projets de remote viewing et j'en ai fait en double aveugle. Donc ça, c'était une expérience aussi que je voulais faire, c'est-à-dire que moi qui déterminais la coordonnée et les intuitifs, autant moi que eux, ne savions pas ce qui devait être décrit. Voilà. Donc là, pareil, donc on a fait des sessions, on a donné les résultats à la personne qui, elle, voulait avoir des informations sur cette histoire-là, c'était sur un lieu. Et en fait, tout ce qu'ils m'ont décrit, moi je ne savais pas du tout ce qu'il fallait décrire. Donc voilà. Et les lieux qui ont été viewés ont matché. Voilà. Donc c'est vraiment super intéressant. Donc du coup maintenant, au bout de 15 ans, j'ai fait faire plus de 80 sessions. J'ai mon avis sur la question. Et ce qui m'intéresse maintenant, c'est de savoir où on peut bien capter ces informations-là à partir de rien, entre guillemets, et les restituer. Et voilà, en sachant aussi donc que
dans cet endroit-là, le temps est atemporel parce qu'ils vont décrire cette cible avant que la tablette soit découpée pour pouvoir pour pouvoir être gravée, c'est-à-dire bien avant moins 14 000 ans. Ils se sont arrêtés sur la période indiquée. Alors on pourrait dire, bon, mais donc en fait ils ont eu accès à la mémoire de l'objet. Mais comment ils savaient que c'était cet objet-là? Enfin, il y a plein de questions qui sont intéressantes. Et du coup, il y en a plusieurs aussi qui m'ont décrit cet objet à l'heure actuelle. Donc, pour faire simple, mais c'est dommage parce que dans l'extrait, là, j'avais fait un petit recoupement pour pouvoir, pour que vous ayez ce genre d'informations. Mais ils peuvent aller de l'époque préhistorique d'un coup et aller avoir des informations sur l'objet actuellement. Donc là, les personnes, par exemple, me disent, ben oui, c'est bizarre, je vois deux lieux différents, un lieu qui est fermé, froid, etc. Et un autre où il y a du public, où c'est éclairé, où c'est moderne, où c'est, au bout de quelques temps, où c'est derrière un verre. Donc on a quand même des informations assez hallucinantes à travers le temps de l'objet que je leur avais demandé de décrire. Voilà. Les intuitifs ont-ils été filmés? Oui, alors... Oui, alors les intuitifs, il y en a certains qui ont été filmés parce que moi je ne me suis pas déplacé à chaque fois. Le projet est entièrement bénévole en fait. Donc tout le monde, c'était un jeu au départ. Hein. Donc on a tous bossé dans la joie et la bonne humeur. Moi j'ai pas un salaire extraordinaire, donc je ne me suis pas déplacé aux quatre bouts de la France, en Suisse, au Canada, etc. Là où viennent les intuitifs en fait. Et donc bon, je sais plus la question. Est-ce que c'est accessible? Ah, est-ce que c'est accessible? En fait, toutes les sessions sont au moins en audio, ça c'est sûr. Certaines sont filmées parce que ça a été fait sous Skype, tout simplement parce que il est important d'avoir la session complète pour qu'on se rende compte aussi que moi, si je suis avec eux, parce qu'il y a eu des sessions où ils l'ont fait tout seul, en solo, donc devant leur feuille de papier, mais quand je suis avec eux, je n'interfère aucunement sur ce qu'ils doivent chercher. Si par exemple je leur ai demandé de travailler sur la tablette et qu'ils auraient commencé à me décrire, je sais pas moi, la botte de foin, jamais je leur ai dit de se diriger vers autre chose. S'ils m'auraient décrit du jaune, un peu de paille et tout, je leur ai dit, bon ben, donnez-moi d'autres informations sur ce jaune, ou pourquoi cette paille, quelle est sa forme, etc. Mais jamais je dirige en fait la session. C'est pour ça que c'est important que ça soit filmé, au moins enregistré en audio, pour voir que je n'apporte aucune influence, évidemment, sur les sessions proprement dites. Donc les sessions, oui, dernière chose, est-ce que je les mettrai toutes en ligne? À voir. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le livre, lui, va parler de toutes les informations qu'on a eues sur l'époque en question, préhistorique, donc sur le clan. Le livre parle bien sûr du remote viewing, comment je me suis intéressé à tout ça. Mais ce que j'ai décidé de faire en même temps que j'ai créé le livre, en fait, que j'ai fait le livre, c'est que toutes les autres informations seront sur un site internet. Je vais tout donner accessible au public. Voilà. Fabrice, concrètement, peux-tu nous parler un peu des résultats que tu as obtenus concernant ce clan et tu peux nous parler un peu plus peut-être de leur environnement, de leur mode de vie, des résultats concrets que tu as obtenus après la synthèse? En fait, par rapport à ce que tu me demandes là, il faudrait que je reprenne énormément de passages ou que je te fasse en vidéo. Mais ce que je peux te dire déjà, c'est que une fois l'analyse effectuée, donc de chaque intuitif et après l'analyse globale de ce que je pouvais en retirer, donc des 2700 informations, j'ai eu énormément de descriptions sur l'environnement entourant la cible. C'est aussi ce qui me permettait de valider ou pas le fait qu'ils voyaient bien
une grotte, un abri qui voyait bien l'esprit du vallon qu'il y avait, etc. Je voulais quand même vérifier qu'il soit quand même sur le lieu proprement dit. J'ai eu des informations donc à l'époque préhistorique, à l'époque actuelle. J'ai eu aussi qu'est-ce que je voulais dire? J'ai eu aussi surtout la description de la cible en détail. Donc certains sont allés à me raconter comment elle a été créée en direct. C'est-à-dire que c'était un peu comme si soit elle était la personne qui l'a gravée, soit elle pouvait en fait passer d'un personnage à l'autre quand il voulait. Il n'y avait aucun souci là-dessus. Il pouvait me décrire n'importe qui du clan, en fait. Donc d'ailleurs sur l'être qui n'est pas Sapiens, qui est un petit être là comme ça, je lui avais demandé, quand elle m'en a parlé évidemment, d'essayer d'avoir des informations vraiment sur sa façon de penser, sur sa façon de vivre, etc. Et elle a été projetée à l'intérieur de ce personnage-là, et on avait ses émotions, etc. Voilà. Parce qu'en remote viewing, c'est possible, en fait. Ils peuvent même, pour cette tablette-là, et pour tout autre objet, ils peuvent essayer de la tâter, par exemple, et ils ont comme s'ils avaient l'objet en main, même s'ils l'ont pas, évidemment. Hein. Donc ils pourraient mettre la bouche. Ils l'ont fait sur une autre cible et qu'ils ont trouvé dégueulasse. Une cible, en fait, c'était un corps DCG. Donc bon, bref, ils peuvent en fait utiliser aussi leur sens commun sur une cible qui n'existe pas actuellement, en fait. Voilà. Donc les informations sont ultra développées. Donc j'ai surtout eu donc des descriptions de l'environnement, des descriptions de la cible. J'ai eu des descriptions aussi de beaucoup d'individus qui l'ont plus ou moins approché ou qui étaient autour. Voilà. Donc c'était surtout ça. C'est surtout ça que j'ai eu. Et voilà. Ça c'est globalement, hein, parce que dans le détail, ça va hyper loin dans le détail. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la directrice du musée et la médiatrice qui étaient avec moi, une fois qu'elle a tout lu, en fait, tout ce qu'ils m'avaient fourni, je leur ai fait une version résumée, hein, évidemment, parce que ils n'allaient pas lire 300 pages, mais ils n'ont pas trouvé ça du tout choquant. Et je me rappelle, il y avait certains ustensiles qui m'ont décrit que je connaissais pas, parce que autant moi que les intuitifs n'étaient pas du tout préhistoriens, tout ça. Hein. Enfin, donc ils savaient pas du tout tout ça. Mais ils m'ont décrit en fait des objets. Et à la directrice, je me rappelle, c'était une rhombe en fait. Je lui ai dit, regardez. Là, il y a une rhombe, mais en fait, c'est peut-être utilisé aussi pour la pêche et tout, mais ça paraît totalement... voilà, le genre de choses qui fait partie, pour moi, des choses qui peuvent... On peut se tromper, parce que je voulais quand même lui faire voir que, ben voilà, on ne pouvait pas prendre aussi tout argent comptant. Et là, elle me fait, ben, venez avec moi. Donc, on est allé dans une partie du musée où il y avait cet objet, par exemple, que je ne connaissais pas. Donc, elle dit, oui, je veux écouter en détail tout ce qu'ils ont à dire, parce que... on est ouvert. Si on peut avoir des informations complémentaires sur ce que nous on connaît, tout en étant bien sûr attentifs, hein, ils prennent pas tout ça à argent comptant, mais il y a vraiment une aide qui a été apportée. Ouais. Voilà. Alors du coup, sur les gravures, est-ce que vous avez des informations? Qui gravait? Est-ce que chacun gravait? Est-ce que c'était un autoportrait? Est-ce que l'homme qui a gravé, est-ce que c'est un homme? Est-ce que c'est une femme, un enfant? Au niveau, si on reste que sur les gravures, quelles informations Oui. sur cette époque-là vous pouvez nous donner? Oui, ben en fait, elle s'est rendue compte que... alors, c'était marrant parce qu'on était surtout... on vivait des événements à partir de lui, en fait. Donc, du matin, quand il s'est levé, jusqu'au soir où il s'endormait, on a vu son quotidien. Et donc, dans le quotidien, effectivement, quand il passait... alors, l'abri sous roche, selon les informations qu'on avait, mais c'est les informations qui sont officialisées, ils n'étaient pas souvent dans l'abri la journée, surtout le soir. Et en journée, donc, sur le campement, il y avait plusieurs ateliers, un peu comme les campements qui étaient là-bas. Et en fait, c'était surtout les femmes qui gravaient. Ça faisait partie de leur travail, une des parties de leur travail. Mais dans l'ensemble, les gens faisaient ce qu'ils pensaient être
le mieux pour eux, pour le bien du clan. Donc oui, on a eu, vous le verrez dans le livre quand il sortira, effectivement, je les ai fait arrêter sur beaucoup de personnes qui gravaient. Donc c'est-à-dire que quand elle était avec ce personnage-là, quand elle allait à l'abri et qu'elle voyait le campement, donc on est l'ensemble des intuitifs. Ils me disent, ah ben je passe devant le campement, il y a des personnes qui semblent graver des choses. Donc je leur ai dit, hop, stop, va pas à l'abri, est-ce que tu peux te rendre devant ces personnages-là et me décrire ce qu'ils font, etc. Parce qu'on est bien d'accord, on est toujours dans cette optique-là, ils ne savaient pas du tout ce qu'ils devaient décrire. Donc moi j'écoutais ce qu'ils disaient et je leur posais des questions ou j'intervenais sur ce qu'ils voyaient en direct. Jamais, voilà. Et donc on a vu plusieurs personnes graver différents portraits. Et c'était en fait des histoires du clan. Soit des scènes de chasse qui s'étaient mal déroulées, soit un petit problème particulier entre deux personnes qui se chamaillaient, parce que ça se chamaillait beaucoup, a priori. Mais on a beaucoup d'informations voilà, sur leur quotidien aussi, sur comment ils pensaient. Lui, il était a priori encore plus doué que les autres et il se posait beaucoup de questions sur les changements climatiques qu'il y avait à cette époque-là. Et c'était assez sidérant en fait de découvrir ce clan-là avec eux, quoi, en fait, voilà. Donc oui, on a les techniques, on sait exactement, on sait, les sessions ont porté comment ils gravaient les gravures, etc. Donc, voilà. Après, bon, mais, sur les 2007, j'avoue que là, pour la conférence, de tête, je ne me rappelle plus de toutes les informations qu'ils ont délivrées, mais c'est assez énorme. Et c'est vrai que dans leurs sessions, y en a qui sont plus ou moins doués, on est bien d'accord, mais ils peuvent faire des dessins aussi, au fur et à mesure que la session avance. En fait, au début d'une session, les 10 premières minutes, c'est assez flou ce qu'ils voient. Et ils y vont par palier, puisqu'ils n'ont aucune info. Donc c'est très très flou, et au fur et à mesure que les phases du protocole évoluent, ça devient de plus en plus précis. Et après, on a carrément, c'est même plus des visuels, c'est carrément des scènes vivantes, en fait, qui se passent. Et au fur et à mesure, ils sont capables de faire des dessins de ce qu'ils voient dans ces temps-là. Certains même, à la fin, s'amusent avec de la pâte à modeler à refaire le campement ou un truc comme ça. Il y en avait un qui utilisait même des Lego, donc j'avais plein de couleurs différentes, mais ça permettait en fait d'avoir un visuel pour moi de ce que eux voyaient, en plus des descriptions, quoi. Du coup, vous avez pu rencontrer la communauté des préhistoriens actuels pour... Non, j'espère que via... enfin, là après, j'ai été pris par l'élaboration du livre, mais je compte bien que ce rapport-là, le rapport qui est vraiment plus... le livre, ça sera plus un résumé de ce qui a été fait, mais pour le grand public. Mais ça, c'est vraiment le rapport intégral de tout ce qu'ils m'ont remis. Mais je veux dire, avec toutes les informations. J'ai pas du tout fait de tri, etc. Et ce rapport-là, oui, comme j'en parlais avec la directrice, j'adorerais que il soit partagé de main en main pour que eux me disent clairement ce qu'ils en pensent, en fait. Si c'est intéressant, si c'est pas intéressant, ce qui a cloché. Pour moi, c'est super utile aussi, hein, parce que voilà. Mais Non, mais c'est surtout qu'après, vous risquez d'avoir beaucoup de travail et d'être payé pour faire ce genre de... ben en fait, alors non. Alors moi, oui, ceci non, mais il y a certains remote-viewers américains qui sont millionnaires, hein, parce qu'ils travaillent pour des très grosses boîtes, des groupes pétroliers, etc. Donc je m'inquiète pas pour eux, mais alors moi c'est pas du tout mon but. Moi le but là c'était d'avoir une cible connue, une cible bien terre à terre entre guillemets, et de me prouver déjà moi, est-ce que le remote viewing peut apporter des compléments d'information sur en archéologie ou en préhistoire ou peut-être même en histoire, voilà. Moi, mon but à la base c'était ça, je pensais même pas le partager un jour, hein. Et après je me suis dit, sur tous les projets que j'ai faits, allez, je vais en écrire au moins un pour dire que
je connais le sujet et que j'ai fait vraiment une étude très, très poussée là-dessus. Parce que les intuitifs, souvent, ils le font, c'est de l'entraînement qu'ils font sur les cibles. Ils s'entraînent, mais c'est des cibles ultra basiques, ultra communes. Donc quand on leur dit, est-ce que vous voulez vous projeter sur un projet où il y en aura plusieurs et tout, ils sont tous OK, souvent, parce qu'ils se disent, oh ouais, chouette, je participe à autre chose que d'écrire des trucs un peu basiques pour s'entraîner, quoi. Voilà. Donc là, j'ai voulu le faire pour l'archéologie. Ben, en fait, oui, les clans, ils étaient pas... Là, ce clan-là, il était assez petit. Hein. Oui, il y avait... Alors, je ne me rappelle plus exactement, mais il y avait peut-être 50 personnes, un truc comme ça. C'était pas une société avec des milliers de personnes. Par contre, c'est vrai qu'à la fin, il y avait de moins en moins de monde sur le clan parce qu'ils parlaient d'un autre endroit où c'était en train de se développer. Voilà, et donc d'ailleurs cet autre endroit-là, je l'ai, bien après le projet, je l'ai trouvé physiquement, enfin en vrai, alors que je pensais qu'il n'y avait pas d'autres sites archéologiques dans le coin. Et en fait, il y avait des cités, oui, voilà, des sociétés qui commençaient à se regrouper avec des avantages et des inconvénients, et ce clan-là, petit à petit, oui, il a décliné, et il a disparu. À la fin. Selon ces informations-là, on est bien d'accord. Après, même moi, le premier, je reste toujours prudent. Hein. Même si c'est assez bluffant d'avoir 2700 informations qui tiennent la route, voilà, je resterai toujours prudent et, sur les informations délivrées. Voilà. Concernant ton livre, Fabrice, as-tu une date de sortie? On peut se projeter pour quand à peu près? Non, je sais pas. Alors, au mieux avant la fin de l'année, et au pire l'année prochaine, j'espère. Voilà. Mais en tout cas, ouais, le site internet, je vais bientôt diffuser son adresse. Je suis en train de commencer à mettre des choses. J'attends qu'ils soient un peu plus fournis. Mais que vous ayez le livre ou pas, vous allez avoir déjà pas mal d'informations. Celles qui ne sont pas dans le livre, et vous allez déjà pouvoir avoir... je mettrai des liens aussi sur toutes les publications scientifiques qui ont été faites sur le terrain, etc., pour que vous puissiez voir aussi, ça sera votre avantage à vous, parce que moi je ne l'avais pas, ce que vous allez lire et tout ce qui a été publié au niveau de l'archéologue en question. Voilà. Bon, alors déjà, il était humain, au cas où. C'était pas un truc étrange. En fait, pour moi, par rapport à la description, par rapport aux visages qui ont été réalisés sur quelques tablettes, il ressemble quand même étrangement à un Néandertal, je dirais. Voilà. Il a tout, parce qu'en fait, il y a une de ces tablettes-là qui a fait polémique, d'ailleurs, qui a été analysée par Stephen Wolf, donc, et où lui, à l'époque, dans les années 40, il en déduit que ça ressemble quand même étrangement à Néandertal. Mais alors déjà, à l'époque, il faut se rappeler qu'on est dans les années 40, déjà de parler du fait qu'il y a des gravures qui font voir des personnes, on est dans les années 40, qui sont habillées, qui ont des sandales, qui ont des bonnets, qui ont des bananas, qui ont des poches, qui ont... Voilà, les représentations, c'est en 3 dimensions, c'est-à-dire il y a des perspectives. On voit le feu, par exemple, les flammes du feu, là où ils sont assis. C'était totalement hérétique. Hein. Même moi, quand je me commençais à m'y intéresser au début des années 90, il y avait quand même eu Robert Charroux qui était passé, etc., et qui a été un fervent militant. D'ailleurs, la directrice m'a dit clairement que... elle ne le dénigrait pas du tout, Robert Charroux. C'est quand même grâce à lui que ça a pu mettre un coup de pression quand même aux autorités pour qu'ils puissent quand même nous en dévoiler plus. Parce qu'il y a quand même une omerta, c'est ça qui est incroyable dans cette histoire. Omerta officielle. Là, en fait, c'était un petit être. Alors, l'âge qu'il avait, je ne pourrais pas dire, par contre. Soit je ne leur ai pas demandé, soit c'était des sessions solo. Et du coup, les sessions solo, c'est eux-mêmes qui essayent de se poser des questions pour essayer d'avoir des informations.
Mais il y a certains intuitifs qui sont très imaginatifs et qui se posent 1 million de questions dans ce qu'ils voient, et d'autres qui décrivent une scène et qui s'arrêtent. En fait, tout dépend après l'intuitif s'il a envie de persévérer sur la cible, etc. Moi, je peux rien pousser en fait. Je suis obligé de prendre les résultats que eux me donnent. Voilà. Alors ça sera ma prochaine grosse étude, c'est de savoir effectivement, c'est ça que vous me posez comme question, de savoir comment l'information leur arrive et m'arrive alors qu'ils sont en aveugle. Oui. Oui, dans toutes les cibles que j'ai faites, même en double aveugle, effectivement, on a quand même des informations qui recoupent avec la cible en question, quoi. Donc en fait, finalement, oui, il y a effectivement une source d'information qui est on ne sait où, qui est captée pile sur l'objet ou le lieu qu'on veut décrire et qui nous sont restitués. Donc ça c'est à mon avis beaucoup plus complexe à déterminer. Mais je pense qu'il y en a déjà beaucoup qui se sont penchés sur la question, sur la conscience, etc. Et il faudra des physiciens et tout ça, hein, je pense aussi, pour comprendre le mécanisme. Mais moi déjà, là, la base, c'était de faire des sessions, rapporter du concret pour vérifier déjà si les informations qui captent, on ne sait où, sont fiables ou pas. Parce que s'ils n'auraient pas été fiables, je l'aurais dit aussi. Hein. Moi, je travaille en solo, j'ai aucune... voilà... Je dis les choses telles qu'elles m'arrivent. Donc, voilà. Donc ça sera la prochaine étape. Maintenant que je suis convaincu que ça marche et qu'on peut avoir des informations assez étonnantes sur des lieux qu'on ne connaît pas, ouais, la prochaine étape, voilà, ça sera ça. C'est de comprendre comment ils arrivent à capter ça. Même eux le savent pas, hein, par contre. Ouais. Ça vient, c'est tout. Voilà, bon, mais merci, j'espère que je n'ai pas trop débordé. Mais... Après, si vous voulez, on peut en parler. Hein. Après, pas de soucis. Merci.